Jacques Austerlitz est un homme que l'ignorance de ses origines a forgé en une personne distante, solitaire, digne et passionnée pour l'étude. S'approchant de l'âge de la retraite, il se laisse enfin porter par ses questions intérieures vers une quête identitaire, qui l'amène à recomposer le récit de sa vie depuis ses premiers souvenirs jusqu'à toutes les vérités qu'il découvre lors de son enquête. Ce récit long et déployé, il le livre au narrateur du roman à chaque fois que les deux hommes se rencontrent suivant les hasards d'abord, puis les rendez-vous ensuite. À ce passage de son histoire, Austerlitz est un jeune étudiant au pays de Galles. Il est accompagné de Gérald Fitzpatrick, un plus jeune garçon qui a été désigné pour l'assister et le servir, mais qui finit davantage par être un compagnon hors de toute hiérarchie. Gérald invite souvent Austerlitz à passer du temps avec sa famille, parmi laquelle on compte beaucoup de naturalistes, à Andromeda Lodge, une résidence dédiée à l'étude et à l'observation de la nature, notamment bien connue de Darwin. Gérald a deux oncles, l'oncle Evelyn, suivant la voie du catholicisme et complètement anéanti par la maladie de Bechterew, et l'oncle Alfonso, que l'on découvre ici. Au contraire de l'oncle Evelyn, poursuivit Austerlitz après une pause montrant à quel point les souvenirs qui le rattachaient à Andromeda Lodge l'avaient ému, il tira en cette occasion de sa poche de veste une sorte d'étui à soufflet contenant quelques photographies de la taille d'une carte postale. Au contraire de l'oncle Evelyn, donc, le grand-oncle Alfonso, qui avait une dizaine d'années de plus et perpétuait chez les Fitzpatrick la lignée des naturalistes, avait presque une allure juvénile. D'humeur toujours sereine, il passait le plus clair de son temps en plein air, entreprenait de grandes randonnées même par vilain temps, et quand il faisait beau, il s'asseyait sur son petit pliant quelque part aux alentours de la maison, vêtu de sa blouse blanche et coiffé de son chapeau de paille, et peignait des aquarelles. À cet effet, il portait toujours des lunettes dont les verres avaient été remplacés par une solamire qui mettait un voile de soie grise devant le paysage, pâlissait les teintes du monde et le libérait de sa pesanteur. Les images qu'Alfonso déposait sur le papier, dit Austerlitz, n'étaient à vrai dire que des allusions. Ici à un escarpement, là à un talus ou à un cumulus, rien d'autre. Des fragments presque incolores fixés avec une lasure mélangée à quelques gouttes d'eau et une touche de vert émeraude ou de bleu cendré. Je me souviens, dit Austerlitz, qu'Alfonso nous fit un jour cette remarque à son petit-neveu et à moi, que sous nos yeux tout pâlissait, que les plus belles couleurs avaient déjà presque toutes disparu ou qu'on ne les trouvait plus que là où personne ne les voyait, dans les jardins aquatiques à des dizaines de brasses sous la surface de la mer. Dans son enfance, dit-il, en bas dans le Devonshire et en Cornouailles, au pied des falaises de craie où le ressac sape la pierre, y creuse et polie depuis des millions d'années bassins et anfractuosités, il avait été émerveillé par l'infinie diversité des formes d'une évolution oscillant entre le minéral, l'animal et le végétal. Les zoïdes et corallines, anémones, gorgones et pénatules, anthozoaires et crustacés qui, dans leurs calices de calcaire 2 fois par jour recouverts par la marée, caressés par la longue chevelure des varechs, puis livrés par le reflux aux caprices de l'air et de la lumière, avaient déployé dans toutes les nuances du spectre, vert émeraude, rouge écarlate et réalgare, jaune soufre et noir velours, le miracle de leur vie chatoyante. Une frange bariolée montant et descendant l'estran avait alors entouré toute la côte sud-ouest de l'île et maintenant, à peine un demi-siècle plus tard, ces beautés étaient presque entièrement détruites, victimes de notre manie de la collection et d'autres facteurs et influences impondérables. Une autre fois, dit Austerlitz, par une nuit calme et sans lune, nous sommes montés avec l'oncle Alfonso sur les collines derrière la maison pour explorer pendant quelques heures le monde mystérieux des mythes. La plupart d'entre nous, dit Austerlitz, ne savent rien des mythes, sinon qu'elles mangent les tapis et les vêtements et qu'il convient de les combattre avec du camphre et de la naphtaline.
alors qu'elles sont en réalité l'une des espèces les plus anciennes et les plus admirables qui aient jamais existé dans la nature. Peu après la tombée de la nuit, nous nous retrouvâmes sur un escarpement très haut au-dessus d'Andromeda Lodge, avec derrière les montagnes plus élevées encore, et devant, les immenses ténèbres s'étendant sur la mer. Et à peine Alfonso eut-il allumé la lampe à manchon déposée sur le plat, au bord d'une combe couverte de bruyère, que les papillons de nuit, restés invisibles durant notre ascension, comme surgis du néant, commencèrent à affluer en essaim décrivant 1001 trajectoires, en arc, en spirale, en boucle, et finirent par former, tels des flocons de neige, une tourmente silencieuse autour de la lumière, pendant que d'autres descendaient déjà en agitant leurs ailes vers la toile étendue sous la lampe ou, épuisés par leur balai frénétique, se posaient dans les alvéoles grises des cartons à eux, entassés par Alfonso à l'intérieur d'une caisse pour leur servir de refuge. Si je me souviens, dit Austerlitz, que nous deux, Gérald et moi, restâmes pantois devant la variété de ces créatures invertébrées se dérobant d'ordinaire à la vue, et aussi qu'Alfonso longtemps nous laissa à la surprise de notre découverte, je ne sais plus, en revanche, quelle sorte de papillons atterrirent alors près de nous. Peut-être des hyènes du trèfle et de la spirée, des maures et des grands nègres des bois, des nonnes et des moines, des sphinx de l'euphorbe et des écailles, des fiancés et des mariés, des têtes de mort, des lambdas et des épiales du houblon. Quoi qu'il en soit, ils étaient des dizaines et des dizaines dont ni Gérald ni moi ne savions distinguer la forme ni l'aspect. Beaucoup portaient collerettes et capes, comme des messieurs distingués se rendant à l'opéra, me confia à un moment Gérald. Quelques-uns avaient une teinte banale et dévoilaient, quand ils remuaient les ailes, une doublure fantastique où l'on voyait des diagonales et des ondulations, des dégradés, des taches en forme de croissant, des mouchetures et des ocelles, zigzags, franches et nervures, et des couleurs qu'on ne se serait jamais imaginées. Vert mouche avec des touches bleutées, brun roux et rouge safran, jaune ocre et blanc satiné, et aussi un éclat métallique comme fait de poudre d'or ou de laiton. Beaucoup se présentaient encore dans toute la splendeur de leur livrée impeccable, d'autres, au contraire, qui avaient déjà usé le temps de leur courte vie, déchirés et dépenaillés. Alfonso raconta que chacune de ces créatures extravagantes avait sa particularité. Certaines ne vivant que dans les aulnaies, les maigres pacages, les tourbières, d'autres occupant les talus pierreux sous la fournaise de l'été. Des chenilles qui les précédaient dans leur existence, il dit que presque toutes n'avaient qu'un mode d'alimentation bien spécifique, que ce soit les racines de chien-dent, les feuilles des marceaux, celles fanées des ronciers ou encore de l'épine vinette, et quelle que soit leur nourriture, elles la dévoraient jusqu'à l'inconscience, alors que les papillons, tant que durait leur vie, n'absorbaient presque rien et n'avaient pour seul but que d'assurer au plus vite la perpétuation de l'espèce. Ils ne semblaient parfois souffrir que de la soif, et l'on disait qu'en période de sécheresse, quand depuis longtemps aucune rosée ne s'était déposée durant la nuit, il était déjà arrivé qu'ils se groupent pour former une sorte de nuage et rejoindre la rivière ou le ruisseau le plus proche, où ils se noyaient en grand nombre en essayant de se poser sur l'eau courante. Il m'est également resté en mémoire la remarque d'Alfonso sur l'ouïe extraordinairement sensible des mythes et des teignes, dit Austerlitz. Elles étaient en mesure de reconnaître à de lointaines distances les cris des chauves-souris, et lui-même, Alfonso, avait remarqué que le soir, chaque fois que la gouvernante sortait dans la cour pour appeler son chat Énide de la voix criarde qui était la sienne, elle sortait des buissons par nuées entières pour aller se réfugier dans les arbres davantage plongés dans l'obscurité. La journée, dit Alfonso, elle dormait à couvert dans les fissures des rochers, sous les pierres, les débris végétaux jonchant le sol ou les frondaisons. Quand on les découvre, la plupart sont inertes,
et comme mortes, et elles doivent se secouer pour s'éveiller ou sautiller sur le sol en se dégourdissant les ailes et les pattes avant de pouvoir prendre leur envol. La température de leur corps est alors de 36 degrés, comme celle des mammifères, des dauphins et des thons au meilleur de leur activité. 36 degrés, dit Alfonso, est le point qui, dans la nature, s'est toujours avéré le plus favorable, une sorte de seuil magique. Et il lui était arrivé de songer, pour reprendre les termes de ses propos, dit Austerlitz, il lui était arrivé de songer que tout le malheur des hommes venait de ce que, à un moment donné, il s'était écarté de cette norme, s'était échauffé et vivait en permanence dans un léger état fiévreux. Par cette nuit d'été, dit Austerlitz, jusqu'à la pointe du jour nous sommes restés assis dans cette combe au-dessus de l'embouchure du Maudac, et nous avons observé la centaine de milliers de papillons nocturnes, selon l'estimation d'Alfonso, venus danser autour de nous leurs ballets virevoltants. Admirés surtout par Gérald, les diverses stries lumineuses qu'ils semblaient laisser derrière eux, traits, boucles et spirales, n'avaient en réalité aucune existence, avait expliqué Alfonso. Elles n'étaient que traces fantômes dues à la paresse de notre œil, qui croit encore voir un reflet rémanent à l'endroit d'où l'insecte, pris une fraction de seconde sous l'éclat de la lampe, a déjà disparu. C'était à ce genre de phénomènes factices, à ces irruptions de l'irréel dans le monde réel, à certains effets de lumière dans un paysage étalé devant nous, au miroitement dans l'œil d'une personne aimée, que s'embrasaient nos sentiments les plus profonds, ou du moins ce que nous tenions pour tels.